Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. J'espère que vous allez très bien, que vous m'entendez bien et que vous voyez mon partage. Merci d'être venu. Il y a le petit outil pour poser des questions ou pour confirmer que tout va bien ou pour quoi que ce soit que vous voulez communiquer avec nous. Je m'appelle Amin Saïm, je suis avant-vente chez WatchGuard. J'ai avec moi un guest start, un invité d'honneur. Pascal Ledigol, notre country manager France. Merci beaucoup Bonjour tout le monde. de m'accompagner dans ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'outil et puis let's go. Alors, le thème de notre webinaire aujourd'hui, c'est l'XDR. L'XDR chez WatchGuard s'appelle ThreatSync et je vais vous en parler un peu plus en détail. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va essayer de répondre aux interrogations autour du XDR. On va vous introduire ou vous présenter ThreatSync, même si il existe depuis 2017. Comment marche notre XDR? Vous en dire un peu plus sur ce qui va arriver et une petite démo de l'outil. Alors, d'interrogations autour du XDR. D'abord, le XDR est un outil de sécurité. Donc, quand on parle de sécurité, on va un peu parler du paysage des menaces. Aujourd'hui, les attaques deviennent de plus en plus complexes. Les attaquants n'utilisent plus, enfin, pour beaucoup de cas, n'utilisent plus des méthodes classiques ou simples, etc. Et ils vont y aller par plusieurs moyens, par plusieurs biais. Et là, vous avez un exemple d'un organigramme d'attaque qui est celui du County League, Cobalt Strike, pardon. Du coup, ici, vous avez des plans d'attaque ou, si vous voulez, l'organisation d'une attaque à gauche et les buts ou les cibles qui vont être attaquées à droite. Donc, une attaque n'est plus juste envoyer un virus, essayer de craquer ou pénétrer un réseau ou essayer de récupérer des données, tout simplement. Ça devient de plus en plus complexe quand les pirates ont un but. Ils vont utiliser plusieurs moyens. Ça peut être du social engineering croisé à une attaque par ware ou par virus ou par malware, croisé à des tentatives de connexion au réseau, etc. Et tout ça rassemblé, ça donne du résultat forcément. Et nous, quand on essaye de contrer une attaque, on va peut-être se concentrer sur un aspect et oublier l'autre. Et du coup, l'attaque peut dévier nos couches de protection. Si je vous donne l'exemple de la matrice Mitre attaque, ça donne un peu l'ensemble des actions qui peuvent être faites pour une attaque ou c'est un déroulé d'attaque. Donc là, vous avez dans la matrice Mitre des tactiques et des techniques ou, si vous voulez, une famille d'actions et toutes les probabilités de ce qui peut être fait à chaque étape d'une attaque. La matrice Mitre est faite dans une logique d'enchaînement d'attaques, si vous voulez. Ça commence par une reconnaissance, le développement d'une ressource, l'accès initial, la persistante, l'escalade de privilèges, le contournement de la sécurité, etc. Et si vous regardez dans les détails des techniques, vous allez voir que ça ne concerne pas seulement du software, du système ou du réseau ou des identités, mais ça va concerner plusieurs paliers de la sécurité. Donc, la matrice Mitre ne recense pas toutes les actions possibles d'une attaque, mais en recense beaucoup et c'est les plus connues. Donc, un XDR, c'est quoi? C'est une technologie qui va vous permettre de croiser justement les remontées et d'unifier le travail des technologies ou des couches de sécurité. Alors, l'acronyme, c'est Extended Detection and Response. Ça veut dire de la détection et réponse comme on connaît dans EDR, dans MDR, dans NDR, etc., mais étendu. Étendu, ça veut dire qu'on ne va pas s'arrêter à l'endpoint pour l'EDR,
ou au réseau pour le NDR, mais on va étendre cette détection et réponse sur toutes ces couches. Je regarde de temps en temps s'il y a des questions, mais jusque-là, non. Alors, sinon, la définition du Gartner. Le Gartner définit l'XDR comme étant un outil de détection de menaces et de réponse à incident. À chaque fois, je fais l'erreur. Spécifique à un éditeur qui unifie les données de plusieurs produits au sein d'un système d'opération de sécurité centralisé. D'accord? Alors, en d'autres mots, un XDR, c'est un produit ou une plateforme alimenté par plusieurs sources de sécurité, à savoir par exemple le pare-feu, le DR, l'anti-spam, la multi-authentification, le Wi-Fi, ça peut être plusieurs couches. Il fait aussi la corrélation des renseignements sur les menaces et il fait de la détection et réponse aux incidents d'une façon plus globale. Et puis, une petite notion à connaître, c'est l'OpenXDR. L'OpenXDR, c'est de l'XDR, mais pas spécifique à un éditeur. OpenXDR, c'est une volonté de normaliser visant à permettre plusieurs produits de plusieurs marques à faire de l'XDR, à alimenter une plateforme ou un produit de plusieurs éditeurs tierces. Quand on dit un produit, ça veut dire que vous aurez un appliance. Dans le cas de l'OpenXDR, souvent on va utiliser des SIEM. Donc là, on va avoir quelque chose de physique, sinon une plateforme cloud, comme pour notre cas. Alors, en d'autres mots, c'est quoi? C'est plusieurs technologies. Comme vous voyez ici, on a l'endpoint, les télémétries, le Wi-Fi qui remonte des logs, l'UTM qui remonte des logs, des événements, des connexions qui vont remonter dans un socle. Ce socle-là va faire de la corrélation et il va vous détecter des menaces ou détecter des incidents en croisant les remontées. Parce que si on a une remontée de l'EDR qui concerne certaines actions qui sont faites sur la machine, peut-être que croiser aux connexions que voit l'UTM au même moment qu'a l'EDR croiser certaines actions, on peut savoir que finalement c'est une attaque et pas seulement du shell sur l'EDR et des connexions sur certaines IP que voit l'UTM, qui chacun de son côté vont être considérés comme légitimes. Alors, si on prend l'exemple d'un XDR qui fait EDR et UTM, vous allez avoir des télémétries que va remonter l'EDR, des logs que va remonter le pare-feu, l'UTM, et croiser, ça va remonter des choses que, comme je vous ai dit, chacun de son côté ne va pas considérer la télémétrie ou le log comme étant une attaque. Ça permet aussi la fin du travail en silo. Ici, vous avez, si on imagine que dans la partie endpoint, ce sont des équipes qui vont gérer la partie endpoint. Ce sont aussi des équipements, des technologies et des consoles. Il y a aussi les équipes qui gèrent la partie pare-feu. Parfois, ce ne sont pas les mêmes équipes et très souvent, ce ne sont pas les mêmes équipes ou peut-être même pas le même partenaire. Alors, l'XDR permet d'unifier le travail et de casser les barrières qu'il y a entre les équipes et entre les équipements. En d'autres mots, c'est une solution qui va vous permettre de faire de la consolidation entre les équipements et les équipes. Euh, ça ne vous oblige pas, ou en quelque sorte, ça ne vous oblige pas à avoir du personnel multi-compétences. Ça vous permet d'avoir une visibilité étendue parce que vous allez avoir une seule plateforme dans laquelle vous allez avoir les remontées des incidents de toutes les technologies de sécurité. Un seul outil, ça, parce que avant, quand on avait une approche classique, on avait besoin de consulter plusieurs interfaces, avoir plusieurs outils de monitoring, etc. Le croisement des données, on le faisait de façon manuelle. Et puis, le temps de détection est plus lent
et le temps de rémédiation forcément est plus long. Une petite introduction au ThreadSync. Alors, ThreadSync, chez WatchGuard, c'est une console qui existe dans le WatchGuard Cloud. Ça ressemble à ça. Vous avez normalement tous accès à votre WatchGuard Cloud. WatchGuard Cloud, c'est le portail dans lequel on va gérer toute la partie des remontées WatchGuard, de la gestion des remontées cloud, de la gestion des produits SaaS tels que le Endpoint, le MFA, le Wi-Fi 6 ou les Firebox Cloud Managed. Sinon, pour les WatchGuard qui ne sont pas cloud managés, une fois qu'ils sont connectés au cloud ou linkés au cloud, synchronisés, vous avez les remontées aussi de l'UTM. Mais ça, c'est un autre volet. Si vous ne savez pas comment connecter votre UTM à votre WatchGuard Cloud, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, il y a de la documentation pour tout ça. Ça vous permet d'avoir des remontées dans le WatchGuard Cloud et aussi 365 jours de log pour parce que vous êtes en total security, bien sûr, vous aurez 365 jours de log présents dans le WatchGuard Cloud. Alors, le ThreadSync, c'est inclus dans le WatchGuard Cloud. Il n'y a pas de coût supplémentaire pour le ThreadSync. On l'active en un clic. Il est synchronisable avec toutes nos technologies. Donc, il peut remonter toutes nos technologies. Aujourd'hui, le ThreadSync remonte la partie UTM et la partie Endpoint. Mais d'ici fin d'année, on aura les 4 couches de sécurité. Et puis, un petit mot à ne pas oublier, c'est que ThreadSync existe depuis 2017. Il existe avant que le terme XDR existe. On faisait déjà la remontée et le croisement de l'endpoint et du pare-feu dans cette console qui s'appelle ThreadSync. Alors, le schéma que je vous ai montré tout à l'heure où on avait l'UTM, le Wi-Fi, l'endpoint et l'événement, qui est un schéma basique, si vous voulez, ou standard. Pour WatchGuard, c'est ThreadSync. En fait, c'est la console qui va permettre de remonter les logs des Firebox, les logs du Wi-Fi WatchGuard, les logs des télémétries pour le PDR, le DR ou l'Advanced de PDR ou tout simplement de l'EDR Core et les logs de l'Hotpoint. Maintenant, la corrélation et les remontées, les rémédiations XDR, pour le moment, elles sont disponibles pour le Firebox et l'Endpoint. Mais plus tard, il y aura les 4 couches. Alors, pour expliquer mieux en détail ou plus en détail comment ça marche, ici, vous avez le WatchGuard Cloud. Le ThreadSync est une plateforme qui est présente dans le WatchGuard Cloud, qui est inclus ou qui est disponible pour tous nos clients. Okay? Il suffit bien sûr de l'activer. Après, quand vous êtes en total security du pare-feu, vous avez aussi du Wi-Fi WatchGuard, un de nos endpoints en EDR et Hotpoint, vous allez avoir des remontées dans le WatchGuard Cloud. Maintenant, quand on active ThreadSync, les remontées vont permettre à ces logs, télémétries, etc., à être traités par le machine learning, une corrélation, et donner des remontées ou des actions de rémédiation. D'abord les remontées, ensuite les actions de rémédiation, si vous avez créé les règles dont on va parler à la fin. Alors donc, c'est traité, corrélé. Il y aura des actions de rémédiation faites automatiquement, d'autres qu'on peut faire manuellement, et vous avez une visibilité sur les risques, sur l'étendue des dégâts, l'étendue des actions qui ont été faites par les pirates ou par les malveillances, et voir aussi s'il n'y a pas des users à risque, des login mot de passe à risque, des services à risque, etc. Autre chose, les actions de rémédiation redescendent directement sur les technologies, à savoir la rémédiation, elle peut être sur le pare-feu, elle peut être sur l'endpoint. Pour le moment, elles sont sur ces 2 couches-là. Et plus tard, il y aura les 2 autres couches qui feront tout de la même façon. N'hésitez pas à poser des questions s'il y en a, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Alors, comment ça marche? Pour avoir
ThreadSync, il suffit d'aller sur le WatchGuard Cloud, je vais vous le montrer pendant la démo, et d'activer le ThreadSync. Ça ne vous coûtera absolument rien, mais ça vous permettra d'avoir de l'XDR avec le boîtier WatchGuard en Total Security. Mais comme vous êtes déjà tous en Total Security, donc le boîtier va automatiquement remonter ses logs en activant ThreadSync. Quand vous activez ThreadSync, par défaut, le boîtier est sélectionné. Je vais vous montrer pendant la démo comment sélectionner les boîtiers qui remontent des logs vers le ThreadSync. Autre chose, l'endpoint, par défaut, dès que vous activez ThreadSync, remonte ses télémétries et ses logs sur le WatchGuard Cloud, sur la console ThreadSync. La condition, comme pour le pare-feu, il faut qu'il soit en Total Security. Pour l'endpoint, il faut qu'il soit en protection avancée ou protection de type EDR. Quand vous êtes en Total Security, vous bénéficiez d'un EDR Core, d'un agent endpoint de type EDR simplifié, d'accord? Ou plutôt un premier niveau d'EDR. Sinon, ce qu'on vous recommande, c'est d'avoir de l'EPDR. Et là, vous avez une protection plus large pour l'endpoint et de remontées plus avancées sur la console EDR et sur la console ThreadSync. Donc là, on est en XDR. Est-ce que le scoring, j'ai une question, est-ce que le scoring de ThreadSync est basé sur CVSS? Alors, le scoring de ThreadSync va dépendre de plusieurs éléments. Je vais vous montrer pendant la démo du scoring qui va dépendre du contexte et pas forcément uniquement des CVSS. D'accord? Les CVE, les CVSS, oui, vont aider, mais il n'y a pas que ça. Le contexte, les paramètres de l'endpoint, les paramètres du pare-feu vont rentrer en considération pour donner un score aux incidents remontés ou au score qu'on va donner, nous, dans le traiting. Je vais montrer des exemples et vous allez voir que ce n'est pas juste les CVSS. Ça va au-delà de ça. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, comme je vous ai dit, vous êtes en Total Security Suite, donc le pare-feu va remonter ses logs vers le ThreadSync. Quand on est en basique ou en standard, on n'aura pas la possibilité de le connecter au ThreadSync. Et puis, pour les clients historiques, vous avez connu TDR ou Host Sensor. Ça, c'était notre ThreadSync ou notre XDR historique qui existe depuis 2017. Et aujourd'hui, le TDR est remplacé par un nouvel agent qui s'appelle EDR Core. Quelques points à connaître à propos de l'EDR Core, c'est que c'est une protection de type EDR simplifiée, pas aussi avancée que WatchGuard EDR. Il ne fera pas de zéro trust applicatif, il ne fera pas de console anti-exploitation avancée, il n'aura pas de console IOA, mais il vous apporte une protection de type EDR. Ça ne vous, comment dire déjà, euh, ça ne remplace pas un antivirus. Ok. Si vous avez un anti-malware sur vos machines, vous le gardez et EDR Core pourra se mettre en plus de cet antivirus pour compléter son travail et apporter une couche EDR. Maintenant, les autres produits de sécurité endpoint comme WatchGuard EDR ou EPDR ou Advanced EPDR vont rajouter ou avoir certaines fonctionnalités en plus, en tout cas des fonctionnalités de sécurité, comme le Zero Trust applicatif qui est présent à partir de l'EDR, le contrôle des applications, le firewall, le filtrage web, les shadow copies, le blocage USB, etc. Tout ça, c'est à partir de l'EPDR. Pour info, l'EPDR comprend un anti-malware.
Donc, il fait antivirus et EDR. Autre chose à savoir, la protection for mobile, Android et iOS, c'est à partir de PDR. Et puis, l'Advanced de PDR. Alors, nous, ce qu'on vous recommande, c'est le PDR. À ce niveau-là, vous êtes très, très bien protégé au niveau de l'endpoint et vous avez toutes les remontées nécessaires pour faire de l'XDR sur ThreatSync. Après, pour des besoins un peu plus spécifiques, vous avez l'Advanced de PDR qui permet de faire des règles IOC ou des règles IARA, des politiques avancées ou du remote, du contrôle à distance. Autre chose, les modules complémentaires, je vais l'expliquer dans la slide d'après. Les modules complémentaires ne sont disponibles que sur EDR, EPDR et Advanced EPDR. Alors, l'EDR Core, il y a quand vous êtes en TSS, vous avez vos licences EDR Core. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une limitation en nombre de licences par boîtier. D'accord? Là, vous avez un petit tableau qui résume le nombre de licences par type de boîtier ou par référence de boîtier. Et vous allez voir qu'à un moment donné, on va atteindre une limite que le boîtier dépasse en nombre de users. Donc, dans ce cas-là, si vous avez besoin de plus d'agents de protection endpoint, on vous recommande de passer sur de l'EPDR. D'accord? On ne peut pas acheter de licence EDR Core individuellement. Les licences sont incluses dans la TSS, dans la Total Security Suite, et vous avez le nombre qui est là sur le tableau. Autre chose, si vous avez du WatchGuard EPP, ou un des produits legacy, à savoir à connaître Adaptive Defense ou Adaptive Defense 360, on ne pourra pas installer de l'EDR Core. Et puis, dernier point, les modules complémentaires de l'endpoint, patch management, full encryption, data control et ART ne sont pas compatibles avec EDR Core. Donc, si vous voulez avoir ces modules-là, il faudra passer sur du WatchGuard de PDR, EDR ou Advanced de PDR. Votre inventaire EDR Core se trouve dans le WatchGuard Cloud. Donc l'activation, etc., tout ça, c'est dans le WatchGuard Cloud, comme vous avez l'habitude d'activer un EPDR ou d'activer de l'Hotpoint, etc. Autre chose, si vous avez installé vos agents EDR Core, vous pouvez lancer un trial EPDR directement depuis votre console WatchGuard Cloud. Le trial permet de tester les fonctionnalités de l'EPDR. Et puis, au bout de la fin du trial, les agents EDR Core redeviennent ce qu'ils étaient. Donc, ça remet les licences EDR Core telles que c'était, les agents se remettent tels qu'ils étaient. Tout ça dans les deux sens, installer un trial EPDR ou revenir sur l'EDR Core ne nécessite aucune installation ou désinstallation sur les agents. Les agents téléchargent, réinstallent ce qu'il faut directement et de façon autonome. Il n'y a pas d'autres questions, je continue. Alors, la console de gestion de l'EDR Core est exactement la même que celle de nos autres produits endpoint, à savoir le PDR ou l'Advanced de PDR. Après, les fonctionnalités et les menus vont être un tout petit peu différents, c'est normal. Ils n'ont pas tous les mêmes couches de protection et les mêmes fonctionnalités. Mais sinon, la console, c'est la même. Donc, si vous vous habituez ou si vous êtes habitué à cette console-là, ça sera la même pour tous nos produits endpoint. Alors, nos recommandations au niveau de ThreatSync pour avoir un XDR assez complet. On a des recommandations au niveau du Firebox, des recommandations au niveau de l'endpoint et des stratégies qu'on va vous recommander à activer sur ThreatSync. Et puis d'activer les notifications. Ça, je vais vous montrer pendant la démo. Alors, les recommandations Firebox, activer l'APT Blocker, activer la Gateway Antivirus, activer le Web Blocker, l'IPS, l'inspection HTTPS, et activer la journalisation pour toutes vos stratégies. D'accord? Donc, de toute façon, je vous l'ai peut-être pas dit au début, le webinaire est enregistré et il sera diffusé sur notre chaîne WatchGuard YouTube
comment ça s'appelle déjà? YouTube WatchGuard France. Donc toutes ces règles-là, etc., les slides, vous les aurez directement sur YouTube. Et les recommandations, elles sont présentes dans des KB que vous pouvez retrouver dans le Help Center concernant le thread-sync. D'accord. Les recommandations de l'endpoint, bien sûr, il faut qu'il soit en protection avancée, donc protection de type EDR. Et là, vous aurez dans les menus station travail et serveur, dans la stratégie station travail et serveur, une ligne qui s'appelle protection avancée ou Advanced Protection. Et là, ce qu'on vous recommande fortement, c'est que cette fonction-là soit en mode lock, en mode zero trust. Vous allez voir dans la démo que les machines qui ne sont pas en mode lock auront un score de thread-sync plus élevé. D'accord? Autre chose, on vous recommande d'activer l'anti-exploitation, la couche antivirale, la couche antivirus et les IOA, les indicateurs d'attaque. Alors, par défaut, tout ça est activé. Maintenant, si vous voulez avoir du thread-sync, de l'XDR complet en thread-sync, on vous recommande de ne pas, du coup, désactiver ça. Quand je dis par défaut, tout ça est activé, sauf le mode lock. Le mode lock n'est pas activé par défaut. Par défaut, les paramètres sont en hardening ou en mode apprentissage. Donc, on vous recommande d'être en mode lock. La période d'apprentissage, pour rappel, est de 2 semaines globalement. On vous déconseille fortement de dépasser un mois en mode apprentissage. Alors sinon, si je parle des règles ou des stratégies thread-sync, il y en a 3 qu'on va vous recommander. La première est d'archiver les remontées de niveau 1 à 3 pour tous les incidents, sauf la détection. Donc s'il fait que détecter, il ne fait aucune action, on ne va pas archiver. Je vais vous expliquer ça en détail pendant la démo. Deuxième règle, c'est de la rémédiation générale pour pour tous les incidents. Et dans la rémédiation, on va mettre de niveau 1 à 10 tous les périphériques, tous les incidents, et les actions à faire, ça va être bloquer l'IP d'origine, supprimer le fichier et terminer le process malveillant, sans isolation. L'isolation, on va la laisser pour les niveaux élevés, à savoir de 9 à 10, ou pour les plus rigoureux, de 7 à 10. Donc, tout type d'incident, le périphérique sélectionné, ça sera endpoint parce que c'est lui qui fait l'isolation. Et puis l'action, ça sera isoler le périphérique. Pour aller plus loin, on va un peu vous parler de ce qui va arriver. Tout à l'heure, je vous ai dit que tout ça, ça va être fait avec le pare-feu et l'endpoint. Et puis, plus tard, il y aura le Wi-Fi et l'outpoint qui vont avoir des remontées dans l'XDR ou dans ThreadSync. Ce qu'il faut noter, c'est que le Wi-Fi doit être en licence USP et l'outpoint doit être en licence TIS ou Total Identity Security. Alors, pour vous donner un peu un aperçu de ce que ça va apporter la partie Hotpoint et la partie Wi-Fi avec XDR, vous connaissez déjà le VPN et le Wi-Fi Enforcement qui permettent à un agent EDR Core ou un agent EPDR, un agent Endpoint WatchGuard, de donner un accord de connexion VPN en quelque sorte. En fait, si vous voulez, en d'autres mots, si une machine n'a pas un agent WatchGuard Endpoint avec le VPN Enforcement d'activer, cette machine-là ne pourra pas établir de connexion VPN. Donc, un agent qui n'a pas, une machine qui n'a pas l'endpoint, WatchGuard, ne peut pas faire de VPN. Donc, imaginez si ces remontées-là sont croisées dans l'XDR, et puis la vérification du VPN et la vérification d'autres connexions peuvent être croisées dans le thread sync et peuvent générer d'autres règles ou d'autres rémédiations. Pareil pour le Wi-Fi. Aujourd'hui, enfin, normalement, une machine qui n'a pas l'agent endpoint va se connecter par défaut en Wi-Fi guest
Alors qu'une machine qui a l'endpoint et la multi-authentification va systématiquement se connecter en corporate et vice-versa. C'est une machine qui n'a pas d'agent endpoint avec le Wi-Fi enforcement ne pourra pas se connecter à un SSID corporate. Alors, je vois une question. Alors, les licences Adaptive Defense 360 seront-ils migrées en WatchGuard Endpoint? Oui, elles seront migrées, c'est prévu, mais nous n'avons pas encore de date exacte du début des migrations. Mais ça va arriver incessamment sous peu. Alors, place à la démo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser directement dans l'outil. Alors, la démo, je vais me connecter à mon WatchGuard Cloud. Je vais me retrouver sur cette page-là. Et puis, tchouk, cette page-là, qui est celle-ci. Alors, vous connaissez le WatchGuard Cloud. Moi, je vais aller sur un client que j'ai créé tout à l'heure pour activer le threading. Le client 042 n'a aucune licence, aucun produit WatchGuard. Mais on peut quand même activer le threading. Donc, si je vais sur l'un des menus du threading, à savoir surveiller menace ou configurer threading, ça va me demander d'activer threading. Vous avez vu, j'ai activé threading pour ce client qui n'a aucun produit WatchGuard. Donc, ce client a la possibilité d'avoir de l'XDR déjà. Si je prends un autre client qui a déjà des produits WatchGuard, à savoir PoundMe, qui est un client qui a si je regarde ici dans vue d'ensemble, alors pour ceux qui ne connaissent pas ce menu ou cette plateforme WatchGuard Cloud, c'est la version partenaire avec les clients à gauche. La version client final n'aura pas les clients à gauche, mais sinon tout est pareil. Alors, dans l'inventaire, PoundMe a de l'EPDR, du patch management, du data control. La seule condition pour faire du XDR avec ThreadSync, c'est d'avoir une protection avancée de type EDR. Donc à partir d'EDR Core, c'est faisable. Deuxième condition pour avoir un XDR vraiment XDR de type Extended, le croisement de au moins deux technologies, c'est d'avoir du périphérique. Donc si je viens ici, dans configuration ThreadSync, je peux allouer les périphériques ou linker les périphériques qui sont déjà enregistrés en WatchGuard Cloud. D'accord? Donc, lui, il a un boîtier qui est déjà enregistré sur le WatchGuard Cloud. Donc, il a dans son inventaire des périphériques dans le WatchGuard Cloud. Seule action à faire, c'est d'activer le ThreadSync pour son boîtier. Alors, quand vous activez ThreadSync, par défaut, le boîtier qui est déjà enregistré va être coché. Maintenant, si vous rajoutez des boîtiers, si cette case-là n'est pas cochée, la case qui dit activer ThreadSync automatiquement pour tous les Firebox nouvellement ajoutés. Si cette case n'est pas cochée, le boîtier faudra venir ici et sélectionner les remontées. Si je prends l'exemple d'un autre client ici, vous allez voir qu'il n'a pas tous ses boîtiers connectés. Et ça, c'est une volonté du client. Il veut que certains boîtiers ne remontent pas des choses dans ThreadSync. Ce n'est pas ce qu'on recommande. Nous, ce qu'on recommande, c'est d'activer ThreadSync automatiquement pour tous les nouveaux boîtiers et qu'ils soient tous linkés au ThreadSync. Je reviens à mon dashboard des remontées. Là, quand je clique sur Surveiller menace, je me retrouve sur cette console-là ou ce portail-là qui va me lister les incidents sur aujourd'hui, hier, sur les dernières 24 heures ou sur la dernière semaine ou 7 derniers jours. C'est ce que j'ai affiché et vous allez avoir un incident timeline où vous allez avoir les incidents ou les groupes d'incidents par criticité et par nombre. Donc si je prends une vue un peu plus globale, si je prends par exemple ce partenaire,
si je veux regarder les incidents de tous ces clients sur un mois. Vous allez voir qu'on va avoir beaucoup plus de remontées. D'accord? Vous allez voir qu'il y a des remontées de niveau 1, d'autres de niveau 5, d'autres de niveau 9. Et nous, on va rester sur la partie, le client qui s'appelle PoundMe. Pourquoi? Parce que juste un peu avant la démo, on a lancé des malveillances sur les machines de PoundMe pour justement voir la différence entre les remontées. Alors, je passe de synthèse à incident et je vais regarder les incidents en détail. Tout à l'heure, il y a eu une question sur le scoring. Alors ici, je vais vous donner un petit exemple de scoring. Pour lire les lignes d'incident, c'est très simple. Vous avez le score à gauche, le nom de l'attaque. Vous voyez, ça peut être un programme inconnu, un malware, ça peut être un IOA, ça peut être une connexion droppée par le Firebox parce qu'elle était malveillante, ça peut être plein de choses de malveillant. Autre chose, si vous avez créé une règle de rémédiation automatique, dont je vous ai parlé il y a 2 minutes, vous allez voir si la règle s'est exécutée. Donc, si on a une règle qui isole tout ce qui est de 7 à 10, et du coup, la machine est isolée. On peut aussi aller faire une action directement en cliquant sur l'incident, et vous aurez des boutons pour archiver, isoler, bloquer, supprimer le fichier, etc. Les choses qui sont faisables. Alors, je vois une question. Bonjour, a-t-on la possibilité d'extraire le reporting, de l'envoyer par mail? Il y a possibilité d'activer des notifications qu'on reçoit par mail. Maintenant, d'extraire le reporting, Pascal, tu me corriges si je me trompe, mais il me semble que non. C'est pas encore dedans, mais c'est un... Je pense que ça devrait plus tarder. Je vais regarder la date. Ah ouais, hein, on dirait que si download PDF. Est-ce que la question c'était de télécharger ce qu'on voit sous les yeux? C'est ça, le reporting, comme ça? Parce que ça, c'est la liste des... C'est ce qu'on a extrait, quoi. C'est pas un rapport. Mais Ouais. Il me semble que ce n'est pas encore complètement disponible, ça. Alors, je continue. Vous avez des incidents de niveau 9, de niveau 5. Et vous avez le nom de la machine qui a été attaquée et le nom du user qui est sur la machine. Donc ça, c'est pareil. Voilà. Là, pour l'exemple, et le nom de l'exé qui a été détecté, qui a été considéré comme trojan ici, ou comme exploit ici, ou comme programme inconnu sur une machine qui n'est pas en mode lock. Alors, juste pour vous donner un peu plus de contexte, chez PoundMe, il y a deux ordinateurs, un qui s'appelle PC Unprotect et un qui s'appelle PC Protect. Les deux sont en EPDR, sauf que un est en mode lock, lui, Protect, il est en mode lock, en zéro trust de l'EPDR, et lui, il est en mode audit ou hardening, si je ne me trompe pas, mais pas en mode lock. D'accord? Vous voyez qu'on va avoir la même malveillance, on va avoir le trojan agent.glu, qu'on retrouve ici aussi. On va lancer la même malveillance sur les deux machines en même temps, sauf que les deux n'auront pas le même score. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas la couche EDR d'actif, ou pas en tout cas en mode agressif. Elle est en mode audit ou hardening, et lui, il est en mode lock. Donc, la couche EDR va tout de suite faire des actions sur la machine. Donc, il y a déjà une première action de protection. Alors que ici, le DR va juste faire la classification, va notifier qu'il y a une malveillance, mais ne va pas intervenir.
Donc, le niveau de risque est beaucoup plus élevé. Vous voyez, c'est quasiment le double, de 5 à 9. Donc, les règles de rémédiation automatique qu'on vous recommande de faire sur ThreadSync, c'est justement en cas d'oubli de mettre les bons paramètres sur l'une et l'autre des couches de sécurité. Vous voyez? Alors, si je regarde un peu plus en détail, ici, par exemple, je vais avoir la possibilité de prendre la décision d'isoler le périphérique ou de lever l'isolation s'il y a une règle qui automatiquement isole la machine, après avoir fait d'autres actions, bien sûr, via la console EPDR ou via la console du pare-feu, etc. Alors, autre point, les règles ou les stratégies ThreadSync. Alors, ThreadSync, on l'active, on connecte le pare-feu et l'endpoint dessus, on a de l'XD. On a de l'XD. Extended Detection. On n'a pas de réponse. Il n'y a pas de rémédiation. Sauf si vous considérez le R de réponse comme étant juste une notification. Là où on a une notification, on a une remontée. Mais nous, on considère que le R de EDR ou de XDR, c'est une rémédiation. C'est une réponse à l'attaque. Et la réponse à l'attaque, ça doit être une action, pas juste une information. Donc là, pour avoir de la rémédiation, première règle, c'est, bon, la première règle, c'était archiver. On va l'appeler archivage, mais ça, c'est pas de la rémédiation, c'est de vider ce qui a été déjà traité. Archivage, on va dire que c'est archivage automatique. Et ce qu'on vous recommande, c'est de donner des noms qui sont reconnaissables des stratégies, parce que vous allez avoir au bout du compte peut-être beaucoup de stratégies, surtout si vous êtes un intégrateur et vous avez beaucoup de clients, et peut-être des stratégies différentes pour des clients ou un autre, et pour des groupes de clients aussi. Il y a la possibilité, bien sûr, de gérer tout ça par groupe. Alors, archivage automatique, je vais l'appeler archivage automatique de, si je me trompe pas, alors c'était, oups, pardon. Alors, on reprend archivage automatique de 1 à 3. Tchouk, archivage automatique, je vais l'appeler 1 à 3. En commentaire, je peux mettre plus de, j'archive tous les incidents de niveau 1 à 3. J'ai pas écrit de conneries. Alors, le traitement, ça va être archivé. La plage de risque, ça va être 1 à 3. Alors ça, ce sont nos recommandations. Maintenant, après, vous pouvez gérer, vous pouvez mettre plus strict, vous pouvez mettre plus... Mais ce qu'on vous recommande, c'est ça. Type d'incident, tous. OK. Type de périphérique, tous. Aujourd'hui, on a du Firebox et de l'endpoint, mais demain, on aura l'outpoint et le Wi-Fi aussi. Et les actions qui ont été effectuées, toutes sauf la détection. S'il fait juste une détection et qu'il n'y a aucune rémédiation, on n'archive pas. Il faut traiter. Donc on va le traiter peut-être manuellement. OK? Et tchouk, j'ajoute. J'ai ma stratégie. Alors, je vais désactiver juste pour enregistrer, pour l'exemple. Alors, je vois qu'il y a une question, mais Pascal a déjà répondu. Mise à jour de Edge. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Ok. Je te laisse gérer. Alors, deuxième règle qui est un peu plus de rémédiation, c'est de la remédiation générale, on va l'appeler comme ça. Alors, une action pour tout un incident de niveau pour tout incident, tout simplement. Ça va être parce que ça va être de 1 à 10. OK? Alors, le traitement, le type, ça va être vraiment du traitement, ça va pas être juste de l'archivage. Je laisse 1 à 10. Type d'incident, je sélectionne tout.
et type de périphérique, je sélectionne tout, ok? Et les actions à effectuer, ça va être tout sauf isolé. Tchouk. Ah mince, je l'ai activé. Alors, AEO 1.1.10, je vais la désactiver, comme ça, mes collègues, je leur fous pas le bazar. Troisième règle, alors, moi, les recommandations, c'est vraiment d'activer la règle. Bon, faites pas comme moi, mais d'accord, je vais arrêter de faire l'inverse de ce que je recommande. Troisième règle, c'est isolation automatique pour les attaques critiques. Alors, je vais dire, quand c'est critique, j'ai Crotoc, ok. Critique, j'isole. Et puis ici, ça va être, la recommandation, c'est de au moins 9 à 10, peut aller jusqu'à 7 à 10. Donc je vais mettre 7 à 10, ok? 7 à 10. Et puis je vois que euh, les gens sont plus ou moins d'accord avec moi. Chiffre niveau 10, ok. Traitement, ici, ça va être 7 à 10. Vous voyez, le 7, c'est élevé, et 9, 10, c'est critique. Donc on va prendre élevé et critique, et on va faire ça pour tous les incidents. Même s'il y a des avis où on dit quand c'est euh, une tentative d'intrusion ou quelque chose de pas hyper grave, on ne sélectionne pas. Mais la recommandation officielle dans la KB WatchGuard, c'est tout. Et le périphérique, ça va être endpoint parce que le pare-feu ne fait pas d'isolation. Donc, ça va être l'endpoint qui isole. Et là, on va isoler le périphérique. D'accord. Donc là, ça me permet de retrouver mes stratégies d'automatisation rapidement. Et dans le commentaire, si la stratégie a un nom un peu générique, dans le commentaire, je peux savoir ce que fait l'action. D'accord. Donc là, ce qu'on recommande, bien sûr, c'est d'activer les stratégies. Faites pas comme moi. Créez pas des stratégies pour qu'elles ne servent à rien. Et puis, dernier point, dans administration, dans les notifications, vous avez la possibilité de créer une notification pour la partie Threat-Sync. D'accord? Donc ici, notif XDR, détail de l'alerte, Threat-Sync, type de notification, nouvel incident, action à effectuer ou quelque chose qui a été archivé. D'accord? Et vous pouvez sélectionner pour quelle action vous voulez être notifié, pour quel niveau de criticité vous voulez être notifié, pour quel type d'incident vous pouvez être notifié. Et les règles, on peut en créer autant qu'on veut. D'accord? Vous me dites si vous avez des questions jusqu'ici. Pascal, tu me dis s'il y a d'autres choses que tu juges importantes que je n'ai peut-être pas montrées. Alors, EDR. Alors, bonjour. J'ai une question. Je vais la lire en live. Aujourd'hui, l'EDR est déjà en capacité d'isoler une machine. Pour l'attaque RDP, par exemple, oui. Si la partie XDR est activée, est-ce qu'on retrouve les informations centralisées dans la vue de supervision EPDR, où il faut rechercher les blocages par EPDR dans EPDR et les blocages XDR dans XDR? Merci. Alors, j'ai un doute sur si j'ai bien compris. Les actions qui ont été faites par l'EPDR, je vous confirme, on les retrouve dans la console de l'EPDR et pas dans la console XDR. Les actions qui sont faites par l'XDR, on les retrouve dans la console ThreatSync et pas dans la console EPDR. Maintenant, s'il y a une isolation de la machine qui est faite par une règle XDR, dans le menu ou dans la console EPDR, on va voir que la machine est bel et bien isolée. Ça, c'est l'exemple de l'isolation. Maintenant, l'EPDR, ce qu'il faut savoir, c'est que l'EPDR ne fait pas d'isolation automatique. Il ne fait jamais d'isolation automatique. Il fait du confinement RDP quand on a une attaque brute force RDP.
C'est le seul cas où on a un confinement automatique et ça sera uniquement sur le RDP entrant et pour 24 heures. Est-ce que j'ai répondu à la question? Alors, monsieur, on n'a pas le nom ou madame, mais on a le nom de l'entreprise Olexa. Autre question? Ah, ça a été répondu. Alors, voilà pour ma part. On est dans les temps. Vous me dites s'il y a d'autres questions. Je vais peut-être arrêter l'enregistrement ou pas. Peut-être qu'il y aura des questions. Ah, ça répond à la question. Donc, on aura le pouvoir de retirer l'isolation. On aura le pouvoir de retirer l'isolation de la machine depuis la vue EPDR. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Tchouk. En tout cas, on aura le bouton pour retirer l'isolation de l'EPDR directement sur la console EPDR, oui. Arrêter l'isolation. Est-ce que ça répond à la question? Alors, désolé, j'ai pas lu la question pour tout le monde. La question de monsieur ou madame Olexa Press, c'est si l'XDR a fait une isolation suite à une règle d'automatisation, est-ce que déjà cette isolation, on la voit dans la console de l'endpoint, de l'EPDR, dans le cas où c'est l'EPDR? La réponse est oui, on voit que la machine est isolée. Vous avez vu, elle était isolée. La deuxième question, c'est est-ce qu'on peut lever l'isolation directement depuis le menu EPDR sans passer par le menu XDR? La réponse est oui, je viens de le faire. Après, depuis la console XDR, ici, quand vous avez une isolation sur une machine, vous avez directement la liste des endpoints et les actions qui ont été faites sur ces endpoints. Et vous pouvez sélectionner plusieurs machines et faire des actions, comme isoler ou arrêter l'isolation. Maintenant, si une machine a été isolée, on peut aussi faire une action directement sur cette machine. Ou passer par incident, comme je vous ai dit, on a la possibilité de faire des actions. Et parmi les actions, selon la remontée, comme ici on a suppression de fichiers, on aurait pu avoir bloquer l'IP, bloquer l'URL, arrêter l'isolation, archiver, etc. On peut avoir plein d'actions faisables directement sur l'incident. Ce qu'on vous recommande, c'est déjà qu'il y ait des actions qui sont faites automatiquement. Après, quand on regarde l'incident dans le détail, on peut faire du traitement direct avec les boutons qui seront disponibles. Alors, autre question. Pourrions-nous avoir la présentation par mail, s'il vous plaît? Alors, si vous entendez par présentation les slides que j'ai utilisés, vous pouvez envoyer une demande par mail. On verra ce que vous allez en faire et quelle version on peut vous envoyer. Sinon, la présentation est enregistrée en ce moment et on va la diffuser sur la chaîne WatchGuard France YouTube et vous pourrez la consulter à tout moment. Merci pour votre présentation très claire. Bon, je vais arrêter l'enregistrement parce que là, ça commence à pas être des questions, mais à être des louanges sur notre niveau d'excellence. Mais n'hésitez pas, on a encore 5 minutes, 4 minutes. Merci, bonne journée, au revoir.